C'est quoi pour toi être un bon ou une bonne pédagogue? Je te laisse le temps du générique, en musique, pour commencer dans ta tête à y répondre. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Vous allez rire, je vais commencer l'épisode en parlant de mon chien. Mais pourquoi est-ce que je parle de mon chien? Vous allez voir le lien avec la pédagogie. C'est un tout petit chien, adopté, abandonné 3 fois avant ça, malentendant, épileptique. Autant vous dire qu'il y a du boulot, pas bien sociabilisé à la base en plus. Je fais donc appel à une éducatrice canin et on fait, entre autres, des balades, des sorties avec d'autres chiens. Et la fois dernière, une des autres maîtresses propriétaires de chiens dit à l'éduc canin cette phrase qui est très belle, qui est pleine d'élan, d'admiration, de remerciements aussi, qui lui dit « Ah là là, mais t'es vraiment une magicienne, c'est super parce que ma petite chienne qui avait peur de tout, elle commence à sortir, à voir d'autres chiens. T'es vraiment une magicienne. » C'était très touchant dans la façon dont c'était dit. Cette phrase, elle comportait beaucoup de reconnaissance, de gratitude, presque même un peu de grâce finalement. Mais elle m'a aussi fait tiquer, parce que véritablement, l'éducatrice canin, ce qu'elle a au-delà de sa personnalité, c'est des outils. C'est des outils pour aider nos chiens respectifs à évoluer au mieux ensemble dans le monde, etc. Elle nous fait faire des exercices qui sont très concrets. Elle peut mesurer ce qui se passe avant et après son intervention. Elle met en place des actions qui sont très concrètes et bien loin de la magie que cette propriétaire de chien veut lui attribuer. Et vous le voyez, le lien avec la pédagogie et avec cette question première, c'est quoi pour toi une bonne pédagogue? Parce qu'il est fort à parier qu'entre ma première question au tout début de l'épisode et puis le temps du générique, il y ait des idées, des mots qui te soient venus en tête. Peut-être que être à l'écoute, être bienveillant, savoir voir l'autre, être attentionné, pouvoir faire preuve de compassion, ce sont des mots qui peut-être te sont venus en tête, vous sont venus en tête. Peut-être même que tu as déjà entendu au détour d'une conversation une personne te dire cette phrase « Ah oui, mais toi, l'enseignement » ou « Ah oui, mais toi, la pédagogie, tu as ça dans la peau. Ah, mais c'est ton élan. Ah, mais c'est un métier passion. » Mais elles sont où, les compétences dans la phrase « C'est un métier passion » ? Dans la phrase, tu as de l'élan. Dans la phrase, tu as ça en toi. Tu as la pédagogie dans la peau. Alors attention, je dis pas que l'élan, que le souhait profond de vouloir transmettre ou potentiellement aider son prochain, je ne dis pas que c'est rien. Mais quand on entend tous ces mots-là, toutes ces phrases-là, on est en train de confondre deux choses qui finalement n'ont rien à voir. C'est être une bonne personne, avoir des qualités humaines qui au passage peuvent se travailler en tant que telles, être bienveillant, être sympathique, être à l'écoute de l'autre, empathique. Et d'un autre côté, avoir des capacités, des compétences apprises, travailler comme telles tout au long d'une vie pour pouvoir transmettre au mieux. Ce sont deux choses complètement différentes. Être une bonne personne versus être un ou une bonne pédagogue. Alors oui, je le redis, je l'affirme, je persiste et signe, la pédagogie, ce n'est pas un trait de personnalité. La pédagogie, c'est un ensemble de compétences
qui, comme toute compétence, s'apprend, se travaille, et se travaille toute une vie. Ce qui, pour moi, fait qu'une personne est une bonne pédagogue, ça consiste en 4 grands piliers. Le premier, c'est la lucidité. La lucidité sur soi-même, la lucidité sur un contexte donné, sur les apprentissages, sur les personnes qui nous font face, la lucidité sur là où on en est dans notre propre progression pédagogique, la lucidité de l'instant. Et puis, deuxième grand pilier, au-delà de cette seule lucidité qui est pourtant nécessaire, pardi, c'est les outils. C'est avoir des compétences qui sont très claires, très nettes, avoir des outils qui sont concrets, éprouvés par le terrain et qui vont nous permettre de sortir de situations, de contextes différents que l'on rencontre. Ces outils-là, je vais en nommer quelques-uns, ils s'acquièrent, ils se travaillent, ils s'affinent, eux aussi, toute une vie. Et puis, autre grand pilier, être un ou une bonne pédagogue, c'est la capacité que l'on a à faire des choix cohérents par rapport à un contexte donné et en plus savoir le faire en temps réel. J'y reviendrai tout à l'heure. Et dernier grand pilier, c'est la capacité à savoir se remettre en question. Parce que souvent, par souhait de tenir une posture face à nos apprenants-apprenantes, par nécessité de faire autorité, et c'est bien normal, on a peur de dire qu'on ne sait pas, ou qu'on ne sait pas encore, qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne sait pas encore faire. Alors qu'en fait, la remise en question, elle est essentielle, parce qu'à partir du moment, moi, quelqu'un me dit « Ah, moi, ça, c'est bon, je sais ». Mais en fait, notre apprentissage, il s'arrête. On n'avance plus. On va fonctionner à partir de là où on est. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà pas mal d'outils, et c'est super. Mais s'il n'y a pas de remise en question, la personne, elle va être face à un plafond, elle va plus progresser pédagogiquement parlant. Et puis il y a aussi le cas de figure où finalement les outils, il y en a peu, où ils sont pas terribles, peut-être par manque de lucidité, on ne se rend pas compte que ce n'est pas le cas. Je vous renvoie pour ça à l'épisode de la semaine dernière, à réduire nos angles morts et se faire aider à ça. Eh bien on peut se trouver dans un cas de figure où la personne, elle n'a pas les outils, elle ne s'en rend pas compte, et par défaut, au sens premier, manque de remise en question, la personne, elle va rester là où elle en est. Allez, je creuse un peu plus en détail chacun de ces 4 grands piliers. Le premier grand pilier, le premier axe finalement de travail quand on veut faire évoluer sa pédagogie, c'est tout ce qui concerne la lucidité. La lucidité, si je cite mot pour mot la définition du CNRTL, c'est la faculté de voir et de comprendre les choses avec clarté et justesse. La lucidité, c'est pas non plus être omniscient, en capacité de voir absolument tout ce qui se passe, mais c'est être en capacité d'observer, malgré tout, ce qui se passe, et aussi c'est apprendre à distinguer ce qui est observable, les faits observables, de ce que l'on projette soi-même. Je vais donner un exemple. Admettons une personne ou une élève qui arrive souvent en retard dans nos cours, ou une autre personne qui prend jamais la parole dans des temps d'échange en groupe ou en binôme, une autre personne qui poserait jamais de questions. Le risque qu'il peut y avoir, c'est d'attribuer à l'autre des pensées, des intentions que la personne n'a finalement peut-être pas. Pourquoi ? Parce que les intentions de la personne, si elle ne les verbalise pas, on ne peut pas les connaître. Et le risque, c'est quoi ? C'est d'attribuer à l'autre des pensées qui sont peut-être les nôtres. On fait passer les actions de l'autre par le prisme de notre propre filtre. On va se dire, tiens, la personne qui arrive en retard, elle n'est pas intéressée. Celle qui prend pas la parole ou qui pose pas de questions, elle est peut-être de mauvaise volonté, elle s'implique pas vraiment. Alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas si la personne qui, par exemple, prend peu ou pas la parole dans un groupe, peut-être qu'elle a un souci de voix ou qu'elle a une timidité maladive. C'est pas pour ça qu'elle est pas intéressée par le groupe ou par tout ce que l'on dispense, ce que l'on amène. C'est pas pour ça qu'elle met de la mauvaise volonté. Et donc, être pédagogue, c'est aussi savoir suspendre cette interprétation automatique qu'on peut avoir pour ne pas plaquer immédiatement sur l'autre nos propres pensées. J'ai à plusieurs reprises dans les épisodes précédents mentionné tout ce qui concerne les biais cognitifs. Connaître les biais cognitifs, c'est une façon très concrète, très précise de travailler à sa propre lucidité.
Mais travailler à sa propre lucidité, ça peut revêtir d'autres formes. Je vais donner un exemple, je suis persuadée que ça va vous parler. Arriver fatigué, peut-être même un peu agacé, exaspéré à un cours. Peut-être qu'il pleuvait, il y avait des bouchons, un retard de bus, un coup de téléphone qui nous a dérangés. On arrive pour donner notre cours avec un état tel qu'on sera potentiellement moins réceptif à ce qui peut se passer, mais aussi l'état dans lequel on arrive va teinter l'expérience du cours que l'on va donner. Un peu comme quand on va à une soirée, on est invité à une soirée, tu vas pas vivre la même soirée si jamais tu pars en disant « Oh là là, j'ai envie de rester chez moi, puis il va y avoir des gens que je connais pas, mais pourquoi j'ai dit oui ?» Ou si tu te dis « Allez, c'est super, il y a des gens que je connais pas, je vais peut-être rencontrer des nouvelles personnes, c'est super, on va pouvoir échanger ensemble, etc. » C'est déjà pas la même soirée qui se profile, alors que ce sont les mêmes personnes dans le même lieu, au même horaire. Je sens de cet exemple-là qu'il va vous faire sourire, te faire sourire, toi qui écoutes l'épisode et que potentiellement tu vas te reconnaître dedans. Mais justement, travailler à sa lucidité, et ça c'est un exemple qui est très concret, que l'on peut appliquer. Je vais prendre l'exemple des accompagnements individuels que je donne souvent. Pour justement améliorer le niveau de conscience des personnes, je vais leur dire, avant d'analyser ton cours, note toujours l'état dans lequel tu étais avant de donner le cours. Et même, idéalement, noter cet état-là, l'observer et le consigner quelque part, on le fait en temps réel au début du cours, plutôt qu'après, à la fin, parce qu'on pourrait être tenté de réinterpréter l'histoire. Être lucide sur l'état dans lequel on est, c'est ce qui va permettre justement de se dire qu'est-ce qui m'appartient dans ce cours, dans mon engagement, dans la lecture que je vais avoir de ce contexte ou des situations d'apprentissage. Est-ce que finalement, le ressenti que j'ai du cours, des interactions entre les personnes, il n'est pas teinté par mon état premier qui finalement était un peu fatigué ce jour-là, un petit peu excédé. Ou au contraire, j'étais extrêmement joyeuse, j'ai eu une bonne nouvelle et je suis peut-être passée, sans m'en rendre compte, à côté de mes apprenants-apprenantes ce jour-là. Eh bien, savoir distinguer de ce qui appartient à notre état intérieur, de ce qui appartient à un contexte extérieur pour pouvoir au mieux analyser ce qui s'est passé ensuite, c'est déjà un gage d'une lucidité plus grande. Deuxième grand axe, deuxième pilier de ce qui constitue pour moi le fait d'être un ou une bonne pédagogue, c'est posséder toute une malle à outils pédagogiques la plus conséquente possible et surtout savoir bien manier ces outils-là. Et plus encore, troisième grand pilier, bien sûr, c'est choisir des outils, des façons de faire, des modes de transmission qui vont être cohérents par rapport à un contexte donné et par rapport à des objectifs que l'on aurait préalablement posés. Mais volontairement, je vais rester sur les outils parce que je suis quelqu'un de terrain et je trouve que les outils, on n'en parle pas suffisamment. C'est ce que je mentionnais au début de cet épisode-là. Ah, toi, tu as ça dans le sang. Ah, mais tu sais faire. Comme si la pédagogie, c'était une bonne fée qui s'était penchée sur notre berceau à la naissance. Non, on a des outils, des savoir-faire qu'on va mettre en place. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens une fois, c'était en stage à Paris, c'était un stage d'anatomie. Et j'évoluais avec plusieurs types de stagiaires, des personnes qui suivaient mon enseignement de stage en stage, et puis des personnes novices qui arrivaient dans un stage qui se faisait un peu mordre par l'anatomie et le mouvement, et qui continuaient ensuite ce parcours-là. Et dans les personnes novices, je me souviens du retour à la toute fin, un peu ce temps informel, vous savez, quand on a passé la fin du stage, les évaluations, etc. Elle m'a dit « Mais Anne, j'ai été fascinée par ta capacité à regarder, quand tu parles, chacune des personnes du groupe, alors que tu parles d'anatomie, que c'est des sujets qui sont pointus, précis, que tu sais bien les amener, tu regardes quand même chacune des personnes du groupe. » Et là, cet exemple, pour moi, il touche précisément les outils. Parce que oui, l'intention qui se cache derrière, c'est de m'adresser à chacune des personnes parce que j'ai ancré en moi une considération profonde de mon prochain, de l'autre en tant qu'individu. Mais cette intention-là, elle ne suffit pas. Il a fallu que j'apprenne
à regarder chacune des personnes. Et même pour ça, je vais vous donner un tips. Allez, c'est pour moi, c'est ma tournée, c'est cadeau, un exemple de comment travailler cet outil-là. Déjà, vous le savez, un des premiers conseils que je donne, c'est distinguer le fond de la forme. Si momentanément, vous voulez vous entraîner d'un point de vue pédagogique à regarder chacune des personnes présentes, il ne faut pas vous poser la question de qu'est-ce que je suis en train de dérouler comme explication, qu'est-ce que je suis en train de montrer comme geste, etc. Vous racontez votre petit déjeuner en étant dans votre salon face à vos meubles, ça ira très bien. Exit l'élaboration du discours, des consignes de mouvement. Tu te poses soit dans la salle dans laquelle tu enseignes habituellement, idéalement dans une salle dans laquelle il y a quand même des objets, des revêtements de murs différents, etc., que la salle elle soit pas trop uniforme. Et sinon, tu t'entraînes chez toi, dans ton salon, dans ta salle de bain, si tu veux, un endroit où il y a des meubles, des objets. Et tu parles de ton petit-déj ou de tes dernières vacances, donc tu mets de côté, d'un point de vue même de l'élaboration cognitive, tu mets de côté tout ce qui concerne le mouvement, la précision de ton discours, et tu vas t'entraîner à passer, je le fais même en vous parlant, à passer d'un meuble à un autre, à un objet, à un autre, pendant que tu es en train de parler. Tu t'entraînes à ça. Tu t'entraînes à avoir une tête, un regard, une attention, une intention qui va changer, qui va être mobile pendant que tu déroules un discours sur lequel pour l'instant tu ne mets pas ton attention. Et puis petit à petit, tu vas devoir quand même construire quelque chose qui va ressembler à tes cours. Donc petit à petit, quand tu vas t'y entraîner, tu vas rajouter des consignes de mouvement, aller vers un discours qui correspond à ce que tu dois faire dans tes cours. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas réussir à passer d'une personne à l'autre et à avoir accueilli du regard chacune des personnes d'un groupe tout en déroulant tes consignes, ton discours de mouvement. Et là, je serais très curieuse de savoir, d'avoir vos retours par rapport à cette expérience, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous saviez déjà faire. Mais est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez appris à le faire ? Peut-être que vous le faisiez déjà, mais que ça n'était pas conscient. Peut-être qu'au contraire, vous ne saviez pas du tout le faire et l'exemple que je viens de donner vous donne une façon de réussir à pouvoir le faire. Mais dans tous les cas, je sais que j'aurais mis un focus sur un outil concréto-concret qui s'apprend, pardi. Et puis bien sûr, avoir une malle à outils complète, ça va être nécessaire, mais ça ne suffit pas. Non seulement il faut être lucide, travailler aussi, même si je ne l'ai pas mentionné, à son propre positionnement, éthique, pédagogique bien sûr, avoir des outils concrets, mais il faut aussi être en capacité de choisir à l'instant T, en temps réel, des outils qui vont être cohérents par rapport à un objectif que l'on a, par rapport à une situation, un contexte d'enseignement donné. Et c'est pour ça que j'ai cité en premier pilier la lucidité. C'est parce que tu vois ce qu'il se passe que tu vas ensuite pouvoir choisir des outils qui sont les plus optimaux pour cet instant T. Et si tu définis et que tu graves dans le marbre avant même de rencontrer les personnes auxquelles tu vas transmettre ton cours en te disant je vais leur apprendre ça et je vais le faire de telle façon, pour moi c'est mort, il y a des questions à se poser d'un point de vue pédagogique. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas préparer nos cours, On sait ce qu'on a envie de transmettre, on a un objectif et on a, écoutez bien, un panel de façons de faire. On va se dire, connaissant un peu le contexte, je vais plutôt choisir ce mode de transmission-là, cette façon de faire-là. On choisit au préalable, mais on va devoir être en capacité de réajuster à l'instant T. Et c'est ça qui me fait dire de la pédagogie, tous tes choix de l'instant. Et puis, quatrième et dernier grand pilier qui touche finalement au positionnement. Je le disais, travailler à son positionnement pédagogique, à tout ce qui se joue dans la relation pédagogique, passer du temps à élaborer et à définir nos valeurs éthiques, tout ça, ce sont des endroits bien sûr qui se travaillent. Mais il y a aussi un autre grand pilier que je voulais citer aujourd'hui, et pas des moindres, c'est la capacité à se remettre en question. En ce moment, je suis en train de faire un grand bilan de mon année scolaire écoulée et me reviennent en tête des situations d'enseignement dont un accompagnement individuel
qui était davantage basée sur de l'anatomie pour le coup et de l'analyse de mouvement, pour une personne qui est formatrice de prof de yoga et qui m'a dit, au moment où on faisait le bilan de cet accompagnement, « Anne, je voulais te remercier pour telle et telle raison qui m'ont aidé dans sa propre pédagogie. » Et elle m'a dit aussi cette phrase qui m'est restée, elle m'a dit « Je voulais te remercier parce que parfois tu dis, bah ça je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais me renseigner. Je ne sais pas, je vais chercher des ressources. T'as pas peur de dire que parfois, tu sais pas ?» Et ça m'a marqué en fait cette phrase parce que je me dis mais bon sang de bonsoir, pourquoi est-ce qu'on attribue à ce point de la légitimité, une voix d'autorité, qu'on va croire qu'une personne elle est experte quand dans un domaine elle dit moi je sais tout, c'est comme ça, il n'y a pas de zone d'ombre, d'angle mort, de doute, de nuance à amener. C'est fou comme on va avoir davantage tendance à accorder sa confiance à quelqu'un qui assène une vérité. Alors que la pédagogie, comme la vie, est faite de nuances, et même les connaissances sont à nuancer. Par exemple, il y a tout le travail autour des savoirs qui sont situés. On n'est pas neutre quand on amène un savoir, même un savoir scientifique. Et au passage, quand je nomme ça, c'est aussi faire preuve de lucidité. Et pour revenir donc à cet exemple de retour d'accompagnement individuel, la personne qui me dit « mais t'as pas peur de dire que parfois tu ne sais pas ?» Je me suis dit « mais est-ce que c'est pas le propre une bonne pédagogue que de dire par moment « ça, je ne sais pas, je vais réajuster, je me remets en question, j'apprends davantage, je vais tester une autre façon de faire » plutôt que d'asséner une vérité, plutôt que d'asséner une façon de faire comme étant la bonne. Et bien sûr que quand on débute, bien sûr que quand on est même plus avancé, plus expert, mais dans des contextes où on se sent un petit peu plus fragile, c'est normal, c'est humain d'aller vers une posture où on se positionne comme la personne étant sachante, à la fois dans les savoirs, dans la discipline que l'on va transmettre, mais aussi dans la façon de faire. Je le redis, c'est normal, c'est humain. Néanmoins, je crois pourtant qu'on gagnerait véritablement tous et toutes, à la fois en tant que prof, mais aussi en tant qu'élève, à accorder du crédit à une personne qui est en capacité à se remettre en question, à dire ça je ne sais pas, je vais prendre le temps de me renseigner, à aller chercher des ressources extérieures. Il ne s'agit pas de dire je sais pas et de laisser nos apprenantes dans la panade. On va chercher des ressources à l'extérieur. Mais être en capacité de dire qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas encore, c'est précisément faire preuve de lucidité. Être en capacité d'aller chercher des ressources à l'extérieur, que ça soit des livres, des ouvrages, une façon de faire, questionner un ou une autre prof, c'est une compétence de recherche par rapport à des ouvrages, ou bien c'est une compétence humaine que de savoir se rapprocher de quelqu'un d'autre. C'est aussi une capacité à avoir un réseau suffisamment étoffé pour qu'on puisse aller chercher des ressources, des appuis qui nous sont extérieurs. Ce sont donc des compétences pédagogiques au-delà de simples qualités humaines. Et je crois que c'est précisément cette capacité à la remise en question qui fait de nous un ou une bonne pédagogue. Alors je suis curieuse de savoir si au fil de l'épisode, ta réflexion pédagogique a changé. Entre la question du début et cet ici et maintenant, tu peux laisser un commentaire sur Spotify et ou sur YouTube, ou bien sûr m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Et puis, si tu sens que tu as cette capacité à la remise en question, si tu sens que tu veux aller plus loin en termes de lucidité, d'outils à acquérir, à affiner, de capacité à faire des choix cohérents par rapport à un contexte donné, je t'encourage vivement à postuler à ma formation accompagnement en pédagogie Dynamo. Les candidatures sont ouvertes. La formation a lieu une seule fois par année scolaire, d'octobre à février, avec une dizaine de personnes en petits groupes privilégiés et que j'aide à avancer individuellement et à franchir un cap pédagogique. N'oublie pas, la pédagogie, ce n'est pas une bonne fée qui se penche sur le berceau des uns des unes et pas des autres. La pédagogie, ça se travaille. Merci infiniment pour ton écoute.
Si cet épisode t'a plu, je serais très heureuse que tu partages avec moi ce avec quoi tu en repars. Pour ça, laisse-moi un commentaire sur Spotify ou dans l'application Apple Podcast. Prends bien soin de toi et à très vite pour notre prochain épisode ensemble.